Je voudrais vous donner ma lecture de la formidable interview délivrée par l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Koudou-Gbagbo, au journaliste Alain Foka. C'est une interview qui a été fortement écoutée. Je pense d'ailleurs avoir vu que sur le site d'Alain Foka Média, cette interview est à 1 million de vues, ce qui est le signe incontestable de son succès populaire. Succès dû, bien sûr, à la nature de l'homme qui était l'invité de l'interview, à savoir le président Laurent Koudou-Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un homme qu'on présente, mais il est toujours utile de rappeler qui il est et d'où il vient. Fils du pays ivoirien, de la région du Gore, né en 1945 à Gagnoa, en pays bété, pays de poésie, de musique, pays des Bagnons, pays des Canégnons, un pays où la sincérité, la puissance du verbe et la multiplicité des phonèmes linguistiques coopèrent avec une civilisation musicale populaire extraordinaire. Le président Laurent Gbagbo fait toutes ses études primaires, secondaires et commence ses études supérieures dans son pays, la Côte d'Ivoire. Dans les années 70, en raison de son engagement syndical, il va se retrouver incarcéré sous le régime du président Félix Houphouët-Boigny et envoyé, pour ainsi dire, de façon disciplinaire à l'armée, où il recevra la formation militaire sous la direction d'un certain capitaine, Robert Gueye. Le président Laurent Gbagbo et ses camarades, formés dans l'école de la gauche panafricaine de Côte d'Ivoire, dès le début des années 80, s'engagent à créer un parti politique d'abord clandestin et qui allait devenir la principale force de l'opposition ivoirienne au retour du multipartisme dans ce pays en 1990, le Front populaire ivoirien, dont le programme de 1988, publié chez l'Harmattan sous le titre « Fonder une nation africaine socialiste » de Côte d'Ivoire, ce programme va enchanter les masses populaires ivoiriennes, la jeunesse ivoirienne, et constituer le fer de lance de la résistance contre le régime trentenaire du très France-africain président du PDCRDA, chef de l'État et premier président de la République de Côte d'Ivoire, Nana Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi que Laurent Gbagbo inscrit son nom dans l'histoire. D'abord, bien sûr, en connaissant, comme tous les autres opposants politiques principaux du président Houphouët-Boigny, la prison politique, mais aussi en connaissant l'exil dans les années 80, exil qui le conduit en France. Et quand il revient en 1990, il est, pour ainsi dire, le premier principal ivoirien à rivaliser avec le président Félix Houphouët-Boigny dans une élection présidentielle. Il a 45 ans quand il l'affronte, d'abord pour des raisons symboliques, mais pour semer les graines qui le conduiraient en 2000, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, 20 ans plus tard. C'est un redoutable animal politique. C'est un résistant. C'est un résilient. C'est un persévérant qui va connaître sous le régime du président Houphouët-Boigny, je l'ai dit, les emprisonnements des années 90, mais également les années 70, mais également la clandestinité, l'exil dans les années 80. Ensuite, de nouveau, l'emprisonnement sous le régime du président Houphouët-Boigny avec, pour Premier ministre alors, un certain Alassane Dramane Ouattara, sorti comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur au cœur de la classe politique ivoirienne où il était inconnu au bataillon jusqu'en 1989. Le président Gbagbo est l'homme du 18 février 1992, le fameux jeudi noir, si je ne m'abuse, où Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement risquent de peu de le tuer au motif qu'il appelle à une manifestation pour une véritable inclusion électorale, pour une meilleure organisation de la compétition politique ivoirienne, ce qui lui vaut incarcération, brutalité. Sa femme d'alors,
la première dame Simone Babo et lui-même, et plusieurs de leurs camarades. Sous le régime du président Bédié, le président Babo, alors secrétaire général du Front populaire ivoirien, va conduire aux côtés du Front de la jeunesse conduit par les secrétaires généraux de la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, de tous ses camarades des principaux partis de la gauche ivoirienne, tels le professeur Bamba Mori Ferré, l'alors professeur et président de l'USD, le professeur Zadi Zaourou Bernard, l'un des plus grands lettrés que la terre africaine ait jamais porté. Oui, c'était une grande époque ivoirienne, avec le professeur Jenny Kobina, alors secrétaire général du RDR, tous anciens collègues d'ailleurs du président Laurent Gbagbo dans l'éducation nationale ivoirienne et dans un certain nombre de lycées prestigieux de la capitale, comme le célèbre lycée classique d'Abidjan. Ils vont conduire en 1995 le Front républicain pour boycotter l'élection de 1995 au motif que le régime du président Bédié n'a pas rempli les conditions de l'indépendance, de la neutralité, de l'impartialité électorale. Puis, lorsqu'en 1999, les hommes d'Alassane Draman Ouattara dans l'armée renversent le président Bédié, Laurent Gbagbo, alors en déplacement au Gabon, revient et va participer au gouvernement d'union nationale mis en place par le général Gueye. Et quand celui-ci va croire pouvoir le battre à l'élection présidentielle de 2000, Laurent Gbagbo va le coincer au poteau en octobre en remportant dans les urnes cette élection présidentielle de manière incontestable, mais en étant obligé d'appeler à la mobilisation de la rue pour sauver le résultat des urnes que le général Gueye avait menacé d'inverser afin de conserver le pouvoir, lui, le balayeur, qui ne voulait surtout pas donner le balai à la tête de l'État de Côte d'Ivoire en octobre 2000. Commence pour le président Gbagbo une épreuve. Arrivé au pouvoir au terme de ce qu'il appelle lui-même à l'époque une élection dans des conditions calamiteuses, il a sur le dos ceux qui ont été privés de l'élection de 2000, Alassane Draman Ouattara pour motif de nationalité ivoirienne douteuse, pour vagabondage de nationalité. C'est le magistrat Tiakone, alors à la tête de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, qui énonce ce jugement, qui, maintenu, aurait pu sans doute sauver le peuple de Côte d'Ivoire de plusieurs de ses tragédies ultérieures. Est aussi exclu, bien sûr, de l'élection de 2000, le président Aimé-Henri Konan Bédié, parti en exil en France, privé de politique nationale, et le front de la jeunesse, comme le front politique, se divise également avec la crise interne de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui va bien sûr réjaillir dans la redistribution des cartes politiques du pays. Alassane Draman Ouattara et ses hommes vont tenter d'abord, au mois de septembre 2000, de renverser le général Gueye lui-même, afin d'empêcher que l'élection présidentielle d'octobre 2000 ait lieu. C'est le complot du cheval blanc. Le cheval blanc du général Gueye est tué, lui, il réchappe. Mais il n'échappera pas à la victoire du président Gbagbo au mois d'octobre suivant. Ensuite, Alassane Draman Ouattara va tenter, en janvier 2001, avec comme chef d'opération le sergent-chef sapeur-pompier Ibrahim Koulibaly. Eh bien, les 6-7 janvier 2001, le complot de la Mercedes noire, un coup d'État parti du Burkina Faso, mais qui fait long feu, expression qui veut dire qui échoue et qui est souvent très mal utilisée. Faire long feu veut dire prendre fin, ne pas durer. C'est ce que signifie cette expression. Ce coup d'État fait donc long feu, puisqu'Ibrahim Koulibaly, à la première alerte, s'enfuit et reflue vers la frontière burkinabé, parce qu'il craint que sa Mercedes noire soit repérée par les radars du régime Gbagbo et qu'il y laisse la vie. Va venir ensuite la troisième grande tentative des partisans d'Alassane Draman Ouattara, cette fois-ci coordonnée par l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. C'est le 19 septembre 2002. Cette tentative, beaucoup plus vigoureuse, cette tentative beaucoup plus offensive que les précédentes, eh bien, finit par aboutir à une partition de fait du pays entre la zone partant de Bouaké vers le nord, contrôlée par la rébellion,
coordonnée sur le terrain par Guillaume Kibafouri Soro et la zone partant d'en deçà de Bouaké, exactement de Tiébissou, eh bien jusqu'à Abidjan, jusqu'à la côte, restant sous le contrôle de l'État central de Côte d'Ivoire. Ce ne sera pas une partition de droit, mais une partition de fait, car jamais ne sera proclamée, il faut le rappeler, la sécession de la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro a précisé que le coup d'État de 2002 avait été perpétré pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara. Et que si c'était à refaire, eh bien, il ne le referait pas. Parce que les éléments d'appréciation à notre disposition à propos d'Alassane Dramane Ouattara font que cet homme-là n'aurait jamais dû mériter que le président Houphouët-Boigny le nomma Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Jamais il n'aurait dû mériter que le président Gbagbo s'allia avec lui dans le front républicain en 1995. Jamais il n'aurait dû mériter qu'en 1999, le général Robert Gueye tente un tant soit peu de négocier des questions politiques avec lui. Jamais il n'aurait mérité que la décision de octobre 2000 du Conseil constitutionnel soit modifiée en sa faveur plus tard. Jamais il n'aurait dû bénéficier du sacrifice des jeunes Ivoiriens, comme Guillaume Kibafouri Soro et ses compagnons, qui, croyant qu'il mettrait fin à la division qui prospérait dans le pays en très grande partie par sa faute, eh bien, ont risqué leur vie et beaucoup laissé leur vie pour tenter de le réinclure politiquement. Jamais, en 2005, le président Bédié n'aurait signé l'alliance du RHDP, parti unifié, alliance du RHDP avec lui à Paris, un certain 18 mai. Jamais il ne lui aurait apporté son soutien, sa caution. Eh bien, avec le MFA, avec l'UDPCI, avec de nombreux autres partis politiques ivoiriens au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Jamais Alassane Ouattara n'aurait mérité tout ceci. Mais l'histoire ne se réécrit pas. Il faut aller de l'avant. Je voudrais rappeler que c'est ce président Laurent Gbagbo qui, en raison du contentieux électoral qui éclate avec Alassane Ouattara, revendiquant la victoire via la CEI et l'ONUCI, alors que le Conseil constitutionnel dit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné, ce conflit qui va déboucher sur une guerre civile avec 3000 morts sur le carreau, ce conflit qui se soldant par la défaite militaire de Laurent Gbagbo face à la coalition d'Alassane Dramane Ouattara, de l'armée française, de l'ONU et de la CEDEAO, conduit Laurent Gbagbo pendant 10 ans de sa vie en exil à La Haye, où il sera jugé et acquitté des charges qui pesaient contre lui, car il était question de l'accuser de la responsabilité de toutes les morts de la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Aussitôt, Alassane Ouattara a-t-il perdu le procès de La Haye contre Laurent Gbagbo que Ouattara se précipite pour organiser un procès controuvé contre le président Gbagbo à Abidjan et le condamner d'un soi-disant braquage de la BCEAO. Alors, pour condamner un président de la République, chef de l'État, même sortant du braquage d'une banque, il faut établir que lui, il est allé prendre l'argent dans la banque. Il faut établir que lui, il a pris l'argent pour lui. Or, tout le monde sait aujourd'hui, de manière incontestable, y compris grâce au procès qui nous a tous enlevé les dernières écailles que nous avions sur les yeux dans cette affaire, le procès de La Haye, que cet argent n'avait pas été pris pour le président Gbagbo, il avait été pris pour payer les salaires. Donc, un braqueur qui prend l'argent public pour payer les salaires des fonctionnaires, payer les salaires de tous ceux qui avaient des comptes bancaires en Côte d'Ivoire, ça ne s'appelle pas un braqueur. C'est un serviteur de la nation. Il a servi la nation. Ce n'est pas ça la définition d'un braquage. Le braquage, c'est tu prends et tu fuis avec. Tu prends et tu pars avec. L'argent public, là, tu prends, tu pars avec. C'est ça le braquage. Mais un chef d'État, même sortant, qui prend pour payer les salaires. Si c'est pour payer les salaires, ça ne peut pas s'appeler braquage. En tout cas, Alassane Dramane Ouattara, disposant de la justice ivoirienne, distribue donc à l'encan 20 ans à tout le monde. 20 ans à Gbagbo, 20 ans à Soro, perpétuité à Soro, 20 ans à Kone Katina, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Même son partisan musical, Tiken Jah Fakoly, se sent obligé de chanter gouvernement 20 ans, parce que c'est trop. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez là a gagné un procès supplémentaire contre Alassane Ouattara. C'est devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme le président Guillaume Soro, en 2020, ils ont bénéficié de décisions favorables
d'une instance judiciaire supérieure à l'actuel système judiciaire ivoirien. À l'époque, la Côte d'Ivoire qui avait souscrit au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha avait reconnu sa soumission en vertu du principe de la hiérarchie des juridictions aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il a été ordonné courant 2020, et cela par 2 fois. 1, de mettre fin à toute poursuite contre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, et de 2, il a été ordonné de les réintroduire dans les listes électorales et de les laisser compétir en 2020 à l'élection présidentielle. C'est une décision qui a été prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée à Arusha, en Tanzanie. Alors, on vit surgir sur la chaîne de télévision nationale et dans les tabloïds l'individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler, croit-il, toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Ouattara affirma ceci: les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha sont de nul effet pour la Côte d'Ivoire. Cela disant, Alassane Dramane Ouattara affirmait non seulement son analphabétisme juridique chronique, mais son allergie à tout ce qui relève de l'état de droit. Car, en fait, les textes même de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples disaient que un État signataire du protocole, et disent encore, un État signataire du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut certes dénoncer ce protocole, mais sa décision ne peut pas s'appliquer aux affaires qui ont été jugées avant, et elle ne peut être entrée en vigueur qu'1 an après l'acte de dénonciation. Ce qui veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara, en réalité, gouverne illégalement la Côte d'Ivoire aujourd'hui, a violé le droit international, a fait de la Côte d'Ivoire un État juridiquement voyou, un État à l'écart et à la marge de toutes les normes du droit international africain et mondial. Pourquoi? Parce que la Cour pénale internationale dit que le président Laurent Gbagbo est innocent. Nous-mêmes qui, dans les années 2010, pensions qu'il a été responsable principal de la crise post-électorale de 2010-2011, avons été convaincus par le débat à la Cour pénale internationale qu'on ne peut pas lui faire porter à lui tout seul l'entière responsabilité de cette crise. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme, se basant sur la décision de la CPI qui acquitte le président Gbagbo, est allée dans la continuité de la logique juridique internationale dans cette affaire. S'il est innocent dans une accusation, dans une juridiction supérieure, il ne peut pas être coupable dans une accusation liée à la même affaire dans une institution juridique inférieure. Les juristes appellent d'ailleurs cela le principe du non bis in idem. Tu ne peux pas être condamné, tu ne peux pas être jugé 2 fois et à 2 endroits différents sur la même affaire. Tu ne peux même pas avoir 2 condamnations différentes pour la même affaire. Non bis in idem. Non bis, pas 2 fois, pour la même chose. Or, Alassane Dramane Ouattara est un adepte du bis et même du triplum in idem. C'est-à-dire qu'il peut te juger même 10 fois pour la même affaire et te donner plusieurs condamnations différentes. Parce qu'Alassane Ouattara a confondu une activité de son adolescence. C'était un vendeur de friperie avec la justice. Il a fripérisé la justice ivoirienne. Le yougou-yougou, comme on l'appelle chez nous en Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara croit que les sentences de justice relèvent du yougou-yougou. Et c'est pour cela que je lui attribue la yougou-yougoulisation de la justice en Côte d'Ivoire. De la même façon qu'aujourd'hui, le dictateur français Emmanuel Macron instrumentalise la justice contre tous ceux qui de près ou de loin contestent sa politique africaine, dont moi. Son ami auto-revendiqué Alassane Dramane Ouattara est un spécialiste hors pair en Côte d'Ivoire. Alors, sur le plan du droit, sur le plan vraiment de la logique du droit, le président Laurent Gbagbo devait être réintégré dans les listes électorales, comme le président Guillaume Kibafori Soro de GPS, et comme tous les Ivoiriens ostracisés par Ouattara. Depuis au moins 2020, leur nom devait figurer dans les listes électorales. C'est cet homme-là qui se présente devant Alain Foka. Mais il se présente devant Alain Foka après qu'un événement particulier ait également eu lieu, à savoir la parution de ce bouquin
eh bien, du grand porteur de mallette de la France-Afrique, hein, du grand agent de corruption de la France-Afrique, Maître Robert Bourgi, n'est-ce pas? Le Missi Dominici des dictateurs africains et des chefs d'État français pendant pratiquement 30 ans. Robert Bourgi, qui a écrit son fameux livre « Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique ». Un livre qui ressemble à une confession, mais qui est davantage, en fait, une affaire de business. Il l'a fait pour continuer à avoir ce pourquoi il fait de la politique depuis très longtemps, à savoir, eh bien, gagner. Parce que Bourgi, c'est quelqu'un qui a gagné en recevant de l'argent des présidents africains pour corrompre les dirigeants français. Il a gagné en transportant les valises entre l'Afrique et la France pendant plus de 30 ans. Et maintenant, il gagne en racontant comment il transportait ses valises et en modifiant bien sûr son récit pour pouvoir gagner encore. C'est pour ça que j'ai dit, laissez-nous à l'Institut de l'Afrique des Libertés, pour ce genre de livre-là, on achète. On va lire et décrypter. Il ne faut pas leur donner plus d'argent en achetant ça tous. Laissez-nous lire ça. Et puis bon, maintenant, il y a des versions numériques qui tournent. Bon, voilà, vous pouvez vous approprier les versions numériques. Mais il est extrêmement important de ne pas laisser les gens lire ce genre de livre sans en avoir fait la critique. Parce que la critique a pour but d'empêcher ce genre de bouquin d'intoxiquer l'opinion. Bon. Donc, le président Gbagbo s'exprime après l'espèce de buzz qui a été faite par le livre de Robert Bourgi, et notamment ses révélations croustillantes, synchronisées par tous les grands médias de la France-Afrique, France 24, Jeune Afrique, TV5, RFI, Le Monde, hein, comment on les appelle là à Paris, Le Parisien, Le Ceci, c'est tout le monde qui a cru bon de donner l'occasion à Bourgi de venir raconter des histoires qui, pour la plupart, ne sont vérifiables que par lui tout seul. Il est très fort dans sa manière de raconter les histoires. La plupart de ses témoins sont morts, donc il a souvent raison. Puisqu'il est le seul à avoir été dans la plupart des histoires qu'il raconte. J'ai regardé son livre. Il est souvent le seul. Bon, il y a quelques histoires plutôt crédibles, et celles qui, pour ainsi dire, font le croustillant de son bouquin. Donc, le président Gbagbo s'exprime dans ce contexte-là. J'ajoute qu'il s'exprime dans un contexte où Alassane Ouattara est en train de se raidir contre l'opposition ivoirienne. Plusieurs Ivoiriens sont en prison pour leurs opinions. Alassane Ouattara a recommencé à attraper les cadres de l'opposition à tour de bras. Notre frère, camarade bien-aimé, le professeur El Hadj Mamadou Traoré, en prison. Notre camarade bien-aimé, l'honorable colonel retraité Kando Soumaoro, en prison. Notre frère et camarade bien-aimé Kader Doumbia, en prison. Plusieurs soroïstes encore en prison. Les cadres militaires proches du régime du Front populaire ivoirien des années 2000-2010, encore en prison. Et Alassane Ouattara s'empare du secrétaire général, l'un des secrétaires généraux du PPACI, et le fout en prison. Eh bien, monsieur Charles Rodel Dosso, il le fout en prison. Donc Alassane Ouattara a recommencé à remplir ses prisons d'opposants. Et c'est dans ce contexte que le président Gbagbo doit parler. Je voudrais saluer ici le fait que l'homme imperturbable a dit tout ce qu'il pensait et n'a pas hésité à répondre clairement aux questions que lui posait Alain Foucault. Maintenant, je voudrais aller plus loin, m'intéresser au contenu de l'interview. Les points saillants que j'aurais retenus. D'abord, je voudrais retenir la forme, la qualité de la forme de l'interview. Depuis qu'Alain Foucault ne travaille plus pour RFI, je trouve qu'il est beaucoup plus respectueux des dirigeants africains qu'il interviewe. Je voudrais le féliciter pour ça. Parmi les analystes des interviews guidés par Alain Foucault, je fais partie de ceux qui avaient très tôt et de manière très sévère prévenu Alain Foucault que vraiment je n'aimais pas sa manière de chiffonner les dirigeants africains quand il les interviewe. Il avait tendance, quand il était à RFI, tendance à les prendre de haut. Il avait tendance à se comporter comme si c'est lui qui leur faisait la faveur de les interviewer. Il avait tendance à se comporter comme si il n'avait peur de rien en leur posant des questions. Et j'avais fortement fustigé cela chez notre frère Alain Foucault. Je voudrais saluer l'effort qu'il a fait d'améliorer son attitude, sa tenue et ses formulations devant les dirigeants africains. J'avais analysé plusieurs de ses interviews. Une avec le président Ibrahim Traoré. Je n'avais pas trouvé élégante sa manière
de le questionner et de le soumettre littéralement à l'explication comme s'il avait affaire à un petit frère ou à un enfant qui doit lui rendre des comptes. J'avais observé cela dans ses interviews avec le président Touadéra, avec le président Tshisekedi. Quand il était à RFI et France 24, il se la prenait. Et je voudrais saluer Alain Foka, qui est de retour au pays de l'humilité. Et je pense que c'est utile pour le projet médiatique de sa chaîne AFO, Alain Foka Organization ou Alain Foka Media, chaîne à laquelle je souhaite vraiment le plus bon des succès. S'il continue à travailler avec humilité, en respectant les dirigeants, les hommes politiques africains qu'il interviewe, il n'y a pas de raison. Le paysage médiatique africain est ouvert et il est heureux que des journalistes professionnels, chevronnés comme Alain Foka, réussissent à lancer leurs médias. Je voudrais commencer par saluer la forme de l'interview. Je salue aussi le fait qu'il est mieux habillé qu'il ne s'habillait d'habitude. Il avait tendance à venir en bras de chemise devant les dirigeants africains. Là, il a tenu compte du fait qu'il avait affaire à un chef d'État. Même si ce n'est pas un chef d'État en exercice, mais le président Gbagbo est un président. Tu ne viens pas t'asseoir devant lui en bras de chemise pour lui poser des questions. Regardez comment il était habillé devant... Quand il était à RFI, comment il s'habillait pour aller parler aux dirigeants africains? Ça n'allait pas. Il se mettait un peu trop à l'aise. Je salue Alain Foka qui a compris qu'il faut respecter nos dirigeants. En tout cas, ceux qui le méritent. Il faut les respecter. Voilà. Au niveau de la qualité vraiment de l'interview, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher, sinon une deuxième chose. Au niveau de la forme. Alain Foka continue à faire prospérer des formulations qui lui viennent de son passé de journaliste chez RFI. Il a posé une question. Alors, que dites-vous à ceux qui disent que vous soutenez l'alliance des putschistes? Je ne pense pas qu'il appartienne à Alain Foka d'utiliser des concepts qui ont été fabriqués par les officines de la France-Afrique pour flétrir les dirigeants révolutionnaires panafricanistes ouest-africains. Nous ne sommes pas obligés de reprendre les mots des ennemis de l'Afrique quand nous questionnons les serviteurs de l'Afrique. Il n'y a aucune espèce d'obligation pour un journaliste de reprendre les éléments de langage de RFI, de France 24, etc., de TV5, quand lui, il vient poser des questions à un dirigeant africain. Il n'a qu'à faire ses propres formulations. J'aurais envie de dire à Alain Foka, mais Alain Foka, est-ce que vous, en tant que journaliste, maintenant patron du groupe Afo Média, est-ce que vous seriez capable d'appeler le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani, comme étant des membres d'une alliance de junte? Est-ce que vous, Alain Foka, vous pouvez assumer cette expression? Alors pourquoi vous reprenez des expressions inutilement infamantes contre nos dirigeants, alors que là, vous n'êtes pas obligé de le faire? Quand vous étiez journaliste RFI et France 24, je comprends, ils vous envoyaient. Et vous étiez chargé de montrer du mépris envers les dirigeants africains. Mais c'est plus fort que vous, il reste des traces. Dans la formulation de certaines de vos questions, Alain Foka, mon cher frère, vous n'êtes pas encore complètement libéré du lexique des journalistes france-africains. Il vous faut faire un travail sur votre lexique, le vocabulaire que vous employez quand vous posez des questions à nos dirigeants. Il faut faire une autocritique de votre vocabulaire. Vous comprenez? Voilà mes deux remarques sur la forme. J'aime la politesse, la convivialité, le respect qui ont régné pendant l'interview. Je salue le journaliste Alain Foka. Le président Gbagbo était très à l'aise pour lui répondre. J'aime aussi à critiquer quand même, pour aider Alain Foka à continuer à améliorer son style, à critiquer la reprise des termes qu'utilise la presse méprisante néocolonialiste. Autrement dit, Alain Foka, au lieu d'utiliser cela, il n'a qu'à citer les médias qui disent cela. Que répondez-vous? Il aurait pu dire, que répondez-vous à RFI, à France 24, à tous ceux-là qui disent ça? Là, Laurent Gbagbo aurait répondu à RFI, France 24, etc. Mais là, c'était Afo Média. Pourquoi Afo Média se fait le porte-parole des questions des médias auxquels le président Gbagbo n'a pas répondu? S'il était devant France 24, France 24 n'avait qu'à utiliser la formulation, le président Gbagbo aurait répondu. Mais il est devant Afo Média et Afo Média utilise les mots de France 24. Ça veut dire quoi? Frère Alain Foka, il faut continuer la déconstruction du vocabulaire de vos questionnaires. Les habitudes engendrent une seconde nature. Ce n'est pas facile de s'en défaire. Je vous encourage à continuer ce toilettage, cette déconstruction, ce reformatage conceptuel d'Info Média. C'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite. Parce que
j'ai parfois le sentiment que tu n'as pas fini de te libérer sur le plan intellectuel de la manière méprisante et condescendante de la presse néocolonialiste française. Maintenant, je m'intéresse au contenu de l'interview. J'ai relevé 3 grands axes dans le contenu de l'interview. D'abord, la politique intérieure en Côte d'Ivoire. Non, avant la politique intérieure, un questionnement frontal sur les ambitions du président Laurent Gbagbo. Un questionnement frontal sur les ambitions du président Laurent Gbagbo. Alain Foucault a amené le président Laurent Gbagbo à argumenter sur les raisons pour lesquelles, à 80 balais, il veut quand même toujours briguer la magistrature suprême. À une époque où on a vu le cas Biden, on voit le cas Biya, on voit le cas du président tunisien, on voit très bien qu'il y a un âge à partir duquel les fonctions suprêmes de l'État ne sont plus compatibles avec l'état physique de la plupart des individus. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel Alain Foucault va l'amener. Le deuxième plan, c'est la politique interne. Son positionnement par rapport au régime d'Alassane Draman Ouattara et aux autres groupes de l'opposition. Et puis, le troisième plan que j'ai observé, c'est la politique internationale. Il va interroger le président Laurent Gbagbo sur la politique internationale et le président Laurent Gbagbo va répondre avec beaucoup de précision, utilisant ici sa formidable mémoire d'historien. Vous savez qu'il est imbattable sur le chapitre de l'histoire. Il est historien de formation, le président Laurent Gbagbo. Donc, il va vraiment en profiter pour rappeler des choses essentielles pour la formation des citoyens qui écoutent l'interview. Une interview que je vous exhorte à écouter. Alors, sans plus tarder, je commence par mon analyse du premier point, le premier thème. Je prends que ces 3 thèmes-là, qui m'ont marqué pour ma part dans cette interview. La question de l'âge et du pouvoir. Alors, pour moi, le premier grand axe de l'interview d'Alain Foucault face au président Laurent Gbagbo, c'est que le journaliste lui demande, Monsieur le Président, vous avez pratiquement 80 balais. Comment comptez-vous quand même vous projeter encore dans l'avenir alors que vous voyez très bien que physiquement, vos forces vous épuisent? Le président Gbagbo répond en disant que lui, il a commencé à se battre depuis 18 ans et que le combat, c'est sa vie. Il insiste pour dire que lui, il se battra jusqu'à son dernier souffle. Donc son premier argument est de dire que lui, il est combattant. Et le deuxième argument consiste à dire, mais les raisons pour lesquelles j'ai combattu depuis mes 18 ans sont encore prégnantes. Quelles sont ces raisons? J'ai combattu pour libérer mon pays, la Côte d'Ivoire, de la dictature. J'ai combattu pour libérer mon continent de l'occupation néocoloniale et impérialiste. Pour libérer mon continent de la servitude internationale. C'est pour cela que j'ai combattu depuis mes 18 ans. Maintenant, j'en ai 80. Mais est-ce que les causes pour lesquelles j'ai combattu ont disparu? Réponse non. Par conséquent, je combats. Le combat, c'est ma vie. Alors, c'est un argument qui a été parfaitement réfléchi par le président Laurent Gbagbo parce que, bien sûr que nous possédons ses propres déclarations disant que passé 75 ans, l'engagement politique à un très haut niveau n'est pas recommandable. Cette déclaration avait été également proférée par le président Bédié et même par l'alors président Alassane Ouattara. Tous sont passés par ces promesses-là à propos de la barre des 75 ans. Bon, enfin. On a aussi la déclaration du président Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire quand il a rassemblé ses camarades du PPACI après avoir donné l'enveloppe vide du FPI au Premier ministre Pascal Affi N'Guessan et gardé le contenu de l'enveloppe pour créer le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Je me souviendrai toujours de cette rencontre à l'Hôtel Ivoire, dans la salle de conférence, la salle de spectacle de l'Hôtel Ivoire, où le président Gbagbo dit à ses partisans, aux membres du PPACI, que son départ a commencé. Et de commencer à préparer la relève, parce qu'il est venu pour commencer à partir. Mais à l'occasion du même discours, il ne dit pas qu'il s'en va maintenant. Il dit qu'il va réaménager progressivement les modalités de sa participation à l'activité politique. Et à cette occasion, quand il crée le PPACI, il fait monter toute une nouvelle génération de cadres à ses côtés pour préparer la succession à l'intérieur de sa formation politique. Donc, en effet,
Cette question, le président Laurent Gbagbo, à mon avis, l'a négociée de manière acceptable, d'autant plus que la loi ivoirienne aujourd'hui n'interdit pas à un homme de son âge d'être candidat, et que c'est en ses âmes et consciences qu'il décide d'y aller. Personne ne peut contester que les conditions dans lesquelles il a commencé son combat en 2000, à 18 ans, ces conditions, en très bonne partie, sont encore valables. Et que nul ne peut exclure quelqu'un en raison de son âge du combat pour l'émancipation du continent. Incontestablement, le président Gbagbo sera quand même amené à répondre à la question de la transmission des responsabilités politiques. Et toutes les classes politiques africaines, ma génération, là, on a 52 ans maintenant, il est encore facile de parler de ça. Il nous faudra tous trouver une solution équilibrée à la question de la transmission du bâton de commandement. Que ce soit dans les partis politiques, dans les associations, mais également dans les nations africaines. Il faut que cette question de la transmission du pouvoir soit résolue. Je pense que, malgré la qualité des réponses que le président Gbagbo a apportées, il n'a pas entièrement apaisé la problématique de la transmission des responsabilités dans nos partis politiques, entre les générations et dans nos nations. Ce problème n'a pas été résolu par la réponse du président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on réfléchisse à cela. Comment ne pas perdre les avantages de la vieillesse, c'est-à-dire la sagesse et l'expérience, et comment ne pas perdre les avantages de la jeunesse, de la disponibilité, de la combativité, c'est-à-dire l'énergie de réalisation. Comment sauver tout cela? Eh bien, dans l'Afrique traditionnelle ancienne, on parvenait à sauvegarder tous ces aspects du pouvoir en mettant un conseil, une espèce de conseil des sages, une assemblée, une courte assemblée de grandes autorités spirituelles à la tête de l'État, et on confiait systématiquement le gouvernement, en effet, à des classes vigoureuses capables d'accomplir et de réaliser les politiques de sagesse qui avaient été pensées au sommet de l'État. Dans l'État traditionnel africain, on préservait le pouvoir spirituel avec l'âge le plus avancé, les vieillards sages. On préservait le pouvoir temporel en confiant l'action à des technocrates, à des gouvernants en capacité de combattre et de vaincre. Et on maintenait le peuple au cœur de la consultation par la pratique de la justice populaire et par l'intégration de toutes les corporations au niveau des conseils de notables et des consultations populaires. Je pense que le problème qui se pose à nous, à propos de nos concitoyens africains les plus âgés, c'est le problème même de l'organisation de l'État. L'État africain doit être repensé, de telle façon que la sagesse des anciens ne se perde pas, tant qu'ils sont en vie. Que l'énergie des jeunes ne soit pas inutilement gaspillée ou mise au banc de touche, alors même qu'ils sont en capacité de l'apporter. Et que le peuple, dans toute sa diversité, participe à la chose publique. Telle est la grande question de l'invention politique africaine, à laquelle nous travaillons, et à laquelle doivent travailler les juristes politiques, les sociologues politiques, les philosophes politiques, à laquelle doivent travailler les sages, à laquelle doivent travailler tous ceux qui veulent accompagner le renouveau paradigmatique de la politique en Afrique. Voilà le premier point de mon analyse. Maintenant, le second sujet principal qui va dominer l'interview, c'est la politique nationale. Sur la politique nationale, j'ai été frappé par une chose. C'est que le journaliste Alain Foka ni le président Laurent Gbagbo ne se sont attardés à l'analyse des questions socio-économiques dans leurs détails. La situation, la condition socio-économique du peuple de Côte d'Ivoire n'a pas été profondément épluchée. Mais c'est lié à l'orientation fortement politique et même fortement internationale de l'interview d'Alain Foka, qui était vraiment pressé d'aller sur les questions internationales en raison, entre autres, de cette dernière actualité. Je crois qu'Alain Foka, s'il est venu à interroger le président Gbagbo, c'est surtout pour rebondir sur le buzz du livre de Robert Bourgi. Bon, enfin. Sur la politique nationale, que souligne le président Gbagbo? Premier élément important, que ce qu'il observe avec son parti, le PPACI, c'est le refus du pouvoir de s'ouvrir et d'écouter la société. Il y a une surdité du pouvoir d'Alassane Ouattara envers la société. Il y a un refus de prendre en compte ce que la société veut. Voilà ce qui conduit, en dernière date,
les enseignants en grève. Voilà ce qui se traduit par la dissolution aveugle de la FESI. Voilà ce qui se traduit par la montée en gamme dans tous les corps sociaux de la violence. Voilà ce qui se traduit par l'incompréhension des familles délogées, déguerpies, privées de terre, privées de logis, privées de maisons, qui dorment dans les cimetières. Alassane Ouattara est un sourd social. Il est socialement sourd. Il vit en Côte d'Ivoire comme s'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il vit enclavé, coupé, affectivement, émotionnellement. Il est coupé du vécu des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara vit en Côte d'Ivoire comme s'il était à Paris. Il vit en Côte d'Ivoire comme s'il était à Mougins. Il vit en Côte d'Ivoire comme s'il était dans son bureau de la Tour, de la Banque mondiale ou du FMI à Washington. Alassane Ouattara ne vit pas avec les Ivoiriens. Il ne vit même pas parmi eux. Il vit contre eux. Son être là est toujours donné dans une espèce d'opposition et de domination. Alassane Ouattara se comporte littéralement comme un colon. C'est un colon noir. Toutes les décisions qu'il prend finissent par s'imposer depuis qu'il est au pouvoir aux Ivoiriens, comme la décision d'un César, qui aurait conquis donc le pays par la force, et qui par conséquent le rappelle sans cesse à tout le monde. N'oubliez pas, je vous ai vaincu. J'ai raison parce que je suis le plus fort. Or, comme l'a montré la célèbre fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure, je m'en vais vous le montrer tout à l'heure. Ceux qui ont lu sérieusement cette fable de La Fontaine comprendront que cette fable est ironique. La Fontaine ironise sur la prétendue raison du plus fort, en fait. Il la tourne en bourrique. Parce qu'en fait, le loup, ayant vu l'agneau, avait déjà prévu de le manger. Et il fait bavarder l'agneau pour rien. Tout le monde sait que le loup là va manger l'agneau. Donc, le plus fort essaie de dire qu'il a raison, alors que le plus fort ne se situe pas dans le domaine de la raison. Il est dans le domaine de la brutalité. Alassane Ouattara essaie de faire comme s'il avait raison, alors que tout le monde sait que c'est parce qu'il braque les Ivoiriens. C'est parce que les Ivoiriens, dès qu'ils le contrarient, sont à la Maca, vont au cimetière ou en exil. Qu'Alassane Ouattara tient la Côte d'Ivoire. Le jour où les Ivoiriens résolvent le problème de la menace de mort qui pèse sur eux par le fait d'Alassane Ouattara, Ouattara est dégagé. Laurent Gbagbo souligne le fait d'un pouvoir qui gouverne sans l'assentiment du peuple. Donc, on n'a même pas affaire en Côte d'Ivoire à un gouvernement, mais à une administration. Il faut distinguer le fait d'administrer du fait de gouverner. Ouattara administre la Côte d'Ivoire, il ne la gouverne pas. Les colons administraient l'Afrique, ils ne la gouvernaient pas. Parce que pour gouverner, il faut un lien de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Et ce lien de confiance se tisse autour du respect commun de la loi. Or, Alassane Ouattara, lui, ne respecte aucune loi. Et il impose toutes les lois aux autres. Il ne respecte rien. Il ne respecte pas la Constitution, il la viole. Il ne respecte pas les lois et les décrets qu'il prend lui-même. Il ne se les applique pas. Il les applique aux autres. En fait, Alassane Ouattara, c'est un loup qui se comporte envers le peuple de Côte d'Ivoire comme un agneau. Il passe tout son temps à dévorer le peuple de Côte d'Ivoire et il essaye en plus d'expliquer ça comme si c'était quelque chose qui appartient au domaine de la raison. Le rapport entre Alassane Dramane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas un rapport rationnel. Ce n'est pas un rapport juridique. Ce n'est pas un rapport logique. Non, c'est un rapport irrationnel. C'est un rapport ajuridique, illégal, illégitime. C'est un rapport violent. Alassane Dramane Ouattara gouverne, ou plutôt administre ce pays par le viol permanent de la loi, le viol permanent des coutumes. Regardez par exemple ce qu'il a fait avec les terres des Ivoiriens. Il décrète que des terres coutumières entières sont désormais d'utilité publique. Il en fait baisser le prix du mètre carré. Ensuite, il envoie ses sociétés écrans acheter toutes ces terres des mains de l'État. Et le tour est joué. Les terres sont privatisées. Les pauvres paysans se réveillent le matin et ils sont encerclés par des propriétaires d'immeubles, des propriétaires de terrains, venus de partout sur la terre et avec lesquels ils n'ont jamais en réalité fait de transactions de vente. Les terres ont été cédées à l'État. L'État, lui, il spécule sur les terres en les vendant aux sociétés écrans de Ouattara, qui à leur tour, cette fois-ci, se mettent vraiment à les vendre aux capitalistes internationaux à un prix défiant toute imagination. Alors que l'État, par exemple, a indemnisé le mètre carré à 10 000 francs CFA, les propriétaires du terrain qui a été vendu à 10 000 francs CFA le mètre carré à l'adresse de l'État découvrent plus tard que ceux qui ont acheté le terrain, eux, ils le revendent à 100 000 francs CFA le mètre carré.
à quelqu'un d'autre. Astaghfirullah. Et ils disent, mais ça aurait été mieux qu'on nous vende à nous-mêmes à 100 000 francs CFA. Parce que comme ça, avec 10 mètres carrés, j'ai facilement 1 million. Si c'était ça, mais on serait bien là si nous avions vendu directement comme ça. Or, l'opération consiste à spolier le peuple et à enrichir, à engraisser les riches. C'est ça Ouattara. Non, en fait, c'est un colon. Et les colons sont sans difficulté tous des voleurs. Les colons sont des voleurs. Le droit colonial est un droit qui est fait pour naturaliser le vol, le pillage, l'extorsion, la tromperie, la ruse des colons. Ce sont des tueurs. Vous avez compris? Donc, le président Laurent Gbagbo souligne ce caractère maléfique du rapport de l'administration Ouattara au peuple. C'est ce qu'il souligne. Chaque fois qu'Alain Foucault l'amène dessus, il montre que mais les gens là ne respectent rien. Même les lois qu'ils ont énoncées, ils ne les respectent pas. Et cela se voit en particulier, justement, dans le processus électoral. Alassane Ouattara a fait un découpage électoral complètement inimaginable. Avec ce découpage, il ne peut perdre aucune élection. En fait, il a gagné l'élection dans sa manière de dessiner les circonscriptions. Par exemple, pour les législatives, il a augmenté le nombre de députés dans les régions où il croit avoir des partisans et où il peut facilement gagner, y compris par trucage. Et il a fait baisser le nombre de députés dans les régions où il sait que même par trucage, il ne peut pas gagner. Donc, à partir du moment où quelqu'un fait un découpage électoral dans lequel il s'octroie la victoire, l'élection sert à quoi? L'élection sert à quoi? À partir du moment où quelqu'un fait une commission électorale indépendante, qui n'écoute personne, si ce n'est lui seul Ouattara, qui vient expliquer que celui qui a signé le décret pour que Ouattara soit candidat en 2005 n'a pas le droit d'avoir son nom dans les listes électorales de Côte d'Ivoire. Mais je me pose la question de savoir, Koulibaly Kouibier, est-ce qu'il lui faut une opération du crâne pour trouver la partie de son cerveau qu'on peut remplacer pour qu'il pense à ce qu'il dit? Koulibaly Kouibier se tient à la télévision ivoirienne et dit que Laurent Gbagbo n'est pas dans la liste électorale, c'est normal. Parce qu'il a été condamné pour braquage. Kouibier, quelle que soit la faculté de droit que vous avez faite, on vous a appris le principe de la hiérarchie des normes juridiques, le principe de la hiérarchie de juridiction, vous le savez. Vous savez très bien que la CPI, ses décisions, sont supérieures, selon les conventions ivoiriennes, eh bien aux décisions des tribunaux de Côte d'Ivoire sur la même affaire. Vous savez que la Cour africaine des droits de l'homme, ses décisions sont supérieures à celles des tribunaux ivoiriens. Puis bien, où trouvez-vous la force de vous tenir devant les Ivoiriens et de dire que le seul homme d'État qui a signé un décret pour que Ouattara Draman, le voltaïque de naissance, de père et de mère, soit candidat en Côte d'Ivoire, à savoir le président Gbagbo, vous dites qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Kouibier, est-ce que vous aimez les Ivoiriens quand vous faites ça? Je voulais poser cette question ce soir à Koulibaly Kouibier. Kouibier! Ou bien c'est l'abus de bière? Kouibier, est-ce que vous savez que quand vous faites cela, vous êtes en train d'amonceler les tisanes, les tisons de feu sur la Côte d'Ivoire? Kouibier, est-ce que vous ne voyez pas que c'est comme cela que la mort vient dans le pays? Quand ceux qui sont chargés de dire le droit jettent leur conscience aux chiottes, ça mène à la télévision avec des bouches remplies de mensonges pour parler aux populations. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de semer les dragons et les monstres de la guerre civile? Kouibier, est-ce que vous savez que vous, on devrait vous chercher, vous arrêter, vous condamner? Vous alors, c'est la perpétuité. Les magistrats là, qui prennent des décisions, qui entraînent par la suite des guerres civiles, ils doivent être considérés comme coupables de haute trahison. Parce que ce sont ces décisions, habillées de la robe artificielle d'un droit déjà corrompu. Ce sont ces décisions qui tracent les lignes du sang qui va couler demain. Ce sont ces décisions qui préparent les torrents de feu et de larmes dans le pays. Ce sont des propos comme celui de Kouibier qui ont brûlé la Côte d'Ivoire des années précédentes. Et ils recommencent. Comment Alassane Ouattara peut-il exclure des listes électorales le président Guillaume Soro, qui a risqué sa vie pour que Ouattara soit inclus en politique en Côte d'Ivoire? Même si on dit, posons la politique de côté, même dans une famille, celui qui t'a permis de revenir vivre dans le pays, est-ce que toi tu peux l'exclure du pays et être quelqu'un d'humain? Celui qui a risqué sa vie pour que tu reviennes en Côte d'Ivoire, t'asseoir, comme tu t'assois maintenant à Assini Mafia, les pieds posés sur le long canapé,
la bise de la mer caressant tes mâchoires. Comme tu t'assois maintenant à la Riviera Golf et te fais servir par une ribambelle de serviteurs, après plusieurs sacrifices de moutons, de vaches, de chameaux et même accessoirement d'albinos. Comment peux-tu avoir le courage de te tenir devant les gens et de dire que Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, des Ivoiriens, de père et de mère ivoiriens, nés en Côte d'Ivoire, devant tout le monde, n'ont pas le droit d'être candidats dans leur pays, alors que toi, un Ivoirien qui est un Burkinabé naturalisé, tu as le droit d'être président à vie. Alassane Ouattara, sur quel plan c'est acceptable? Même chez nous au Burkina, il n'y a personne qui est d'accord avec toi. Nos frères et sœurs burkinabés de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils ont juste peur. Parce qu'actuellement, tu peux les tuer. Tu peux les blesser. Tu peux les emprisonner. Tu peux ramasser certains comme tu l'as fait. Tu les pourchasses. Comme tu as ramassé des Maliens par centaines, tu as jeté dehors. C'est à cause de cela que tout ce monde-là te regarde seulement d'un coin. En disant, il y a Wotode. Si on ajoute en plus toutes les déstabilisations que tu fomentes contre le Burkina Faso, toutes les tentatives d'assassinat, de coup d'État, que le président Traoré a enduré ces derniers temps, partant de Côte d'Ivoire, il n'y a aucun Burkinabé sérieux en Côte d'Ivoire qui puisse mettre son avenir entre les mains de Ouattara Draman. Tout le monde attend la délivrance. Tout le monde espère la délivrance. Ce ne sera pas que la délivrance de la Côte d'Ivoire. La chute de Ouattara délivrera aussi le Burkina Faso. La chute de Ouattara délivrera toute l'Afrique de l'Ouest. La chute de Ouattara contribuera à la délivrance de toute l'Afrique continentale. Je vous le dis. Ce n'est pas une affaire de nos micro-nations. La méchanceté de cet homme transcende les limites de ses frontières. Le président Gbagbo a expliqué l'incongruité qu'il y a pour lui de se retrouver exclu du processus électoral dans un pays où il a inclus celui qu'il exclut. Et il a rappelé qu'il est hors de question qu'il accepte qu'on lui fasse le sort d'être exclu de la vie politique de son pays au motif d'un braquage qui n'a jamais eu lieu, puisque la définition du braquage, comme il le rappelle lui-même dans le dictionnaire, ne correspond pas à ce que lui il a fait. Ce qu'il a fait, c'est une nationalisation. Il a mis les banques au service de la nation pour payer les salaires des gens, pour payer les salaires des Ivoiriens. Et donc, sur le chapitre de la politique nationale, il n'a pas été difficile au président Gbagbo de démontrer à Alain Foka qu'Alassane Draman Ouattara et tout son gouvernement sont à côté de la plaque. Et qu'il y a entre eux et le peuple ivoirien une igname coupée. Entre le peuple ivoirien et Alassane Ouattara et le RHDP, l'igname est déjà coupée. Mais il y a certains qui ne voient pas. Le président Gbagbo, lui, il a déjà vu l'igname là qui est coupée. La symbolique de l'igname coupée signifie l'absence de contact des cœurs, l'absence de contact intérieur. Il n'y a aucune intimité entre Alassane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara vivent dos à dos. Dos à dos. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne rêve que d'une chose. Au moment où il va se retourner, ne pas trouver Alassane Ouattara derrière lui. Quel grand jour ce sera. Et c'était déjà annoncé par les sages baoulés, Mebo Akan de Dembokro. Ils avaient dit. Le nom symbolique d'Alassane Draman Ouattara, c'est Ao Singben. C'est quoi Ao Singben? C'est celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. C'est ce que son nom signifie. Ao Singben, en baoulé. Celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. Les Ivoiriens le savent, ils n'ont rien dans Ouattara. Ils vont récolter par contre d'immenses dettes par milliards. Ils vont récolter des redevances à la Banque mondiale et au FMI qui vont peser sur les épaules de l'économie ivoirienne pendant très longtemps. Il faut faire très attention à l'ardoise que Ouattara va laisser. Je pense qu'on va organiser un deuil national en Côte d'Ivoire qui va peut-être durer 1 an, quand on va découvrir jusqu'à quel point ce grand voleur d'État d'Alassane Ouattara a endetté ce pays. Maintenant, le troisième et dernier sujet principal de cette interview, que moi je découpe en 3 grandes parties, c'était la politique internationale. Et c'est le moment croustillant, le plus croustillant de l'interview, à mon avis. Merci de continuer à partager cette émission. Vous êtes près de 1500 sur YouTube, Université libre de l'Afrique des libertés.
Vous êtes près de 1000 rassemblés sur Facebook. Franklin Nyamsi, merci à toi Nina Rice. Vous êtes près de 1500 visibles sur TikTok et donc sans doute autour de 15 ou 20 000 en réalité sur TikTok. Spectateurs. La politique internationale, ça a été vraiment la partie la plus croustillante de l'interview. Le président Laurent Gbagbo a donné libre cours à son talent, ici. Alain Foka l'interviewe sur le grand conflit russo-ukrainien. Et en lui posant cette question, Alain Foka a bien sûr un plan dans la tête. C'est d'essayer de savoir de quel côté, entre la Russie et l'Ukraine, se rangerait le président Laurent Gbagbo. Et en fonction du côté, d'essayer de coincer, pour ainsi dire, le président Laurent Gbagbo derrière son choix. Mais le président Gbagbo, qui est un historien de formation, choisit d'utiliser une stratégie qu'on appelle la stratégie de l'analogie. Il laisse le sujet et il prend autre chose. Il dit non. Avant même de parler du problème entre la Russie et l'Ukraine, il faut se souvenir que, en fait, on a déjà eu un exemple. C'est la crise entre les États-Unis et l'Union soviétique en 1962. La fameuse crise de la baie des cochons. Lorsque l'Union soviétique de Khrouchtchev avait installé des missiles potentiellement nucléaires à Cuba visant les États-Unis et que John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis d'Amérique, avait juré ses grands dieux que si ces missiles, ces fusées soviétiques installées à Cuba contre les États-Unis ne sont pas enlevés, la troisième guerre mondiale va éclater. Laurent Gbagbo fait remarquer que le monde entier a été soulagé lorsque, au terme des négociations entre Khrouchtchev et Kennedy, eh bien Khrouchtchev fit retirer les rampes de missiles potentiellement nucléaires qui, à partir de Cuba, eh bien, calculaient les États-Unis. Le monde entier poussa un ouf de soulagement lorsque Khrouchtchev retira ses missiles de Cuba. Alors, le professeur Laurent Gbagbo de transférer l'analogie à la situation russo-ukrainienne. Il dit, mais l'Ukraine joue exactement pour l'OTAN et les États-Unis le rôle que Cuba jouait pour l'Union soviétique. L'OTAN, les États-Unis déplacent leur infrastructure militaire nucléaire pour venir menacer la Russie aux portes de Moscou à partir de l'Ukraine. C'est exactement ce que l'Union soviétique avait fait en 1962-63 lorsqu'elle voulait positionner ses missiles nucléaires à Cuba face aux États-Unis. Donc, la solution qui a été trouvée et qui a mis fin au risque d'escalade, justement en 1962, elle doit ressembler à la solution qu'on doit trouver en 2024 entre la Russie et l'Ukraine. Personne de sensé ne peut dire que la Russie doit accepter qu'on installe des armes nucléaires contre elle en Ukraine, puisque personne de sensé n'a dit que les États-Unis devaient accepter qu'on installe les armes nucléaires soviétiques contre eux à Cuba. Donc le président Laurent Gbagbo, très rusé, utilise ici une analogie pédagogique, renvoyant littéralement dos à dos l'Est et l'Ouest. Ça, c'est une ruse de tacticien de l'argumentation. Mais Alain Foka lui dit, bon, mais puisque vous êtes quelqu'un qui soutenait plutôt les États de l'AES, qui sont proches de la Russie, on peut vous soupçonner d'être l'agent de Moscou, d'être proche de Moscou. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous fait qu'on le dise? Le président Laurent Gbagbo répond, ça ne me fait rien du tout. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne me fait rien du tout? Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas poreux au chantage qu'organisent les néocolons français, les impérialistes occidentaux, chaque fois qu'on n'a pas le même point de vue que sur la marche du monde. En effet, c'est une maladie grave de l'establishment américain, français, occidental, l'intolérance envers la pluralité des points de vue. Si je suis persécuté en France depuis 2021 par la dictature de M. Macron, c'est uniquement parce que je n'ai pas le même point de vue que lui sur l'Afrique. Je suis bien placé pour savoir que, à la tête maintenant des pays européens, et notamment dans de l'Occident en général, il y a des gens qui sont allergiques à la diversité des points de vue. Bien qu'ils continuent à proclamer leur soi-disant adhésion à la démocratie, ils en sont les plus grands ennemis. Oui! Karl Raimund Popper, un grand philosophe britannique d'origine autrichienne, a écrit 2 volumes très intéressants qui sont dans cette maison.
sous le titre « La société ouverte et ses ennemis ». Et dans ces deux volumes, Popper cite comme ennemi de la société ouverte. Globalement, la société ouverte, c'est la démocratie. Il va citer le communisme soviétique. Il va citer les doctrines difficilement contestables comme la psychanalyse. Il va citer les idéologies. Il va citer les croyances religieuses. Et il va donc montrer que le mode de pensée des idéologies, des croyances religieuses, les modes de pensée d'un certain nombre de théories qui semblent scientifiques mais qui n'en sont pas, il pensait que la psychanalyse en était une pseudo-théorie scientifique, leurs modes de pensée sont de nature à empêcher la cohabitation des points de vue différents. Et que la seule société, dit Karl Popper, qui soit compatible avec la discussion, le débat et la critique, c'est la société démocratique. Ça, c'est ce que Popper écrit. Le problème, c'est que Popper n'a pas connu l'Europe, l'Amérique actuelle peut-être. Il écrit ces choses-là dans les années 60, on est dans la guerre froide, l'Ouest se gargarise d'accorder plus de liberté à ses citoyens que l'Est, etc. Mais maintenant, on est après la chute du mur de Berlin. Où est la société démocratique libre? Ici en France? Ou parce que j'écris des livres, je donne des conférences qui ne partagent pas le même point de vue que l'élite politique française de gouvernement sur l'Afrique, eh bien on me persécute. On me menace de coups et blessures, on me jette en garde à vue, on me fouille, on me tripature. Où est la démocratie? Donc le président Gbagbo dit, le président Laurent Gbagbo dit que ça ne lui fait ni chaud ni froid qu'on ose le traiter d'agent de Moscou. Parce qu'en fait, ça ne correspond à aucune réalité. On sait très bien que l'élite politique occidentale a perdu le contact de la réalité. Elle est enfermée dans sa bulle. Elle considère que tous ceux qui ne pensent pas comme elle sont ses ennemis. Comme si pour penser, on avait forcément besoin de penser à elle. Ce qui n'est pas vrai. Elle considère que si les Africains commercent avec la Chine, avec la Russie, ou je ne sais pas, avec l'Iran, la Turquie et consorts, c'est contre elle, alors que les Africains ne font pas ça contre l'Occident, mais pour l'Afrique. Les Africains font ça pour l'Afrique. L'Occident se surévalue, se surestime, en pensant que l'Afrique agit toujours pour ou contre lui. Mais en fait, l'Afrique agit pour l'Afrique. L'Afrique agit aussi et elle agira davantage pour l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Et le président Gbagbo dit donc qu'il n'est pas du tout impressionné par ces accusations farfelues. Deuxième axe, toujours en politique internationale, on lui demande alors pourquoi il soutient l'Alliance des États du Sahel. S'il n'est pas un pro-soviétique, un pro-russe, parce qu'il est de gauche, pourquoi il soutient l'Alliance des États du Sahel? Qu'est-ce qu'il dit de ceux qui pensent que cette alliance, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est une alliance de putschistes? Alors, le président Gbagbo en profite pour donner à Alain Foucault un cours de distinction conceptuelle sur les coups d'État. Il dit, mais si vous regardez très bien, de tous côtés, il y a des bons et des mauvais coups d'État. C'est-à-dire que si vous regardez les choses du côté de la CEDEAO a sa définition des bons et des mauvais coups d'État. Si vous allez du côté de l'AES a ses bons et ses mauvais coups d'État. Si vous allez du côté de la France a ses bons et ses mauvais coups d'État. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est quel est l'intérêt des populations dans toute cette affaire? Pour l'AES, les dirigeants, un bon coup d'État est un coup d'État qui consiste à se battre pour la souveraineté, la liberté de choix stratégique et les intérêts vitaux de son pays. C'est la doctrine Goïta, c'est la doctrine Traoré, c'est la doctrine Tchani. Un mauvais coup d'État, ce serait donc un coup d'État qui, quant à lui, ne va pas chercher à servir la souveraineté, ne va pas chercher à servir la liberté stratégique du pays, et il ne va pas chercher à protéger les intérêts vitaux. Voilà la définition du bon et du mauvais coup d'État, du côté de l'AES. Du côté de la CEDEAO, qu'est-ce que c'est qu'un bon coup d'État? Puisque la CEDEAO et l'Union africaine sont des organisations néocolonisées, des organisations vassales, des puissances étrangères à l'Afrique. Un bon coup d'État est un coup d'État qui sert les intérêts de l'OTAN, qui sert les intérêts de la France. Ça, c'est du point de vue de la CEDEAO et de l'Union africaine. Un bon coup d'État du point de vue de la CEDEAO et de l'Union africaine est un coup d'État qui permet qu'un pays reste sous le contrôle des multinationales étrangères, qui permet que les armées des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, se maintiennent sur le sol africain, qui permet que les matières premières africaines continuent à être pompées, pillées. Ça, c'est un bon coup d'État du point de vue de la CEDEAO. Voilà, c'est ça un bon coup d'État. Et un mauvais coup d'État du point de vue de la CEDEAO, c'est un coup d'État qui met fin au pillage de l'Afrique de l'Ouest. Un coup d'État qui met fin à l'émission, à l'ingérence
des puissances néocoloniales et impérialistes dans les affaires des États africains. Ça, du point de vue d'Alassane Ouattara, de Macky Sall, d'Embalo, du point de vue de Diomaye Faye, du point de vue de Mohamed Bazoum, du point de vue de Patrice Talon, ça, c'est un mauvais coup d'État. Tout coup d'État qui rend la souveraineté au peuple est mauvais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, le président Gbagbo va y aller, mais ce sont la plupart du temps des putschistes civils. Ils sont des putschistes civils. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bon ou un mauvais coup d'État du point de vue de la France? Bon coup d'État, mais un coup d'État qui permet à la France de renforcer ses intérêts dans le pays ou de les agrandir. Exemple, le coup d'État de Mamadi Doumbouya en Guinée, le coup d'État de Mahamad Kaka Déby au Tchad, le coup d'État d'Oligui Nguema au Gabon. Le président Gbagbo les a presque cités sans les nommer nécessairement. C'est ça les bons coups d'État pour la France. Qu'est-ce que c'est que les mauvais coups d'État? Ce sont les coups d'État révolutionnaires, panafricanistes, souverainistes et nationalistes, comme ceux du Mali, du Burkina et du Niger. La France n'en veut pas, parce que ces coups d'État signifient « France, au revoir ». Michel Sardou l'a chanté. Adieu l'Afrique, ô Africa. Hein? Adieu. Et c'est ce qui est insupportable ici, d'entendre adieu l'Afrique. Et ça, c'est un mauvais coup d'État. On a vu les dirigeants français soutenir le coup d'État de N'Djamena. La succession monarchique entre le père Déby décédé et son fils. On a vu le soutien ouvert au général Oligui Nguema au Gabon. N'est-ce pas? Et puis le président Gbagbo d'ajouter, mais il faut qu'on soit attentif aux coups d'État non militaires, mais qui sont civils. Les troisièmes mandats sont des coups d'État civils. Les viols de constitution sont des coups d'État civils. Donc, le président Laurent Gbagbo, par cette reconstitution conceptuelle, prouve que Alassane Ouattara est un putschiste civil. Il a violé la constitution qui interdisait un troisième mandat et il gouverne au mépris de la loi. C'est illégal, a dit le président Gbagbo. Alassane Ouattara est un président illégal. Illégal. Adieu l'Afrique, Afrique, adieu. Belle Africa. Ah, la, la, la. Ouais, merci à toi, Élisée Leroux. Tu te souviens des paroles de Michel Sardou. Bon, alors, donc, sur la question des coups d'État, le président Laurent Gbagbo est pédagogique. Et il confond littéralement les catégories empruntées par Alain Foucault aux journalistes de RFI, de France 24, etc., qui, bien sûr, sont spécialistes dans l'art de parler de la junte chez les autres. Mais quand ici en France, on a un gouvernement qui n'a pas été élu, un gouvernement qui n'a pas été, qui n'est pas issu de la coalition ou du parti victorieux à l'Assemblée nationale, ça, ils ne disent pas que c'est une junte. C'est sûr, le Mali, ils sont pressés, la junte malienne, la machin malienne, ne se rendant même pas compte que la démocratie a disparu en Europe. Elle a disparu en France, la démocratie, elle est morte. Hein? Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le secrétaire général du Parti communiste, Fabien Roussel, qui a dit, je cite, « Macron est le plus grand des voleurs. Ce n'est pas du tout un gentleman. » Fin de citation. Après le vol de l'élection législative par Macron. C'est ce que Fabien Roussel a dit. Il est à Paris là-bas. Je n'ai pas vu Macron envoyer des procureurs lui faire un procès. Parce que ce qu'il a dit est factuel. L'élection législative a été volée au nouveau Front populaire. C'est le nouveau Front populaire qui a gagné. Et c'est les Républicains et Marine Le Pen, leur marraine, qui gouvernent. Voilà. Donc voilà des gens qui ne peuvent pas venir donner des leçons en matière de coup d'État aux Africains, puisqu'ils en pratiquent. Ça, c'est un coup d'État, là. Ce que Macron a fait, là, aux Français, ici en France, c'est un coup d'État. Et il faut que les journalistes africains prennent aussi l'habitude de nommer les faits qui se déroulent en France, qui se déroulent en Europe, aux États-Unis, en utilisant des concepts élaborés pour infamer l'Afrique. Il faut leur retourner leurs concepts et ajouter même un peu dessus. Il faut même ajouter des goissous d'analyse conceptuelle pour bien les habiller pour tout l'hiver. Parce qu'ils n'hésitent pas à se défouler sur les Africains et à présenter tout ce qui est africain comme antépolitique, prépolitique, antipolitique, infrapolitique même. Leur propre pratique. Il n'y a pas floraison de mots pour les désigner. Mais c'est un putsch. C'est un putsch.
le gouvernement de M. Barnier est là par un putsch. C'est un coup d'État qui a été perpétré ici, en France. Et notre presse n'en a pas tiré les conséquences. Je connais très peu d'analystes, d'intellectuels qui en ont fait des articles, des thèses et des émissions. On doit parler de coup d'État en France. Il y a eu coup d'État. Il y a eu coup d'État. Barnier est Premier ministre par coup d'État. C'est un coup d'État civil. Ah oui, c'est une atteinte au principe de majorité en démocratie. C'est ça qui a été fait là. Ce n'est pas la majorité qui gouverne, c'est la 4e force politique. À l'issue des résultats du 9 juillet 2024, c'est elle qui a le Premier ministre. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de la France. Jamais un Premier ministre n'a été issu d'une formation politique minoritaire. Jamais. Nous sommes en minoritocratie. Et ce coup d'État de M. Macron est la fin de la Ve République. Elle est morte. Elle agonisait, il l'a achevée. Plus personne n'y croit. Même lui-même n'y croit plus. Puisque il ne la reconnaît pas. Mais le clou de la partie internationale de l'interview, c'est lorsque le président Gbagbo est interrogé sur ses relations avec l'élite politique française. Et qu'on lui rapporte les propos de M. Robert Bourgi. Les propos de Robert Bourgi dans ce livre, ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. Et notamment que Robert Bourgi a révélé que lui, Laurent Gbagbo, alors président la plus de Côte d'Ivoire, a donné 3 millions d'euros au président Jacques Chirac. Écoutons ensemble la réponse que le président Gbagbo a donnée à cette question. Écoutons la réponse. Vous allez l'entendre. J'ai la réponse ici. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si... Je reprends la séquence. Le chef d'État français me demandait l'argent. Est-ce que très sincèrement, Ouais. pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est en fait exactement ces 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. Hein? J'étais stupéfait. J'étais ahuri. C'était étonnant quand même. Chirac mendiant. Liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme ce pays. Ah ben oui. Oui. Ah oui. Voilà le transporteur de Il valises. traverse les frontières avec les 2 milliards. Il n'est pas au tribunal. Hein. C'est moi qu'on poursuit parce que vous m'avez donné des dons. Il m'appelle Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? Hein? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être Astaghfirullah. ingrat. Et après? Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je serai mon souvenir. Astaghfirullah. Je serai mon souvenir. Hein? Et puis après, derrière mon dos, Il monte une rébellion. monte Cette enquête, une rébellion qui vient m'attaquer Astaghfirullah. en termes d'ingrat. On fait difficilement. Le Niger a décidé d'interdire. Écoutez, moi je voudrais maintenant que vous regardiez. Ça, c'est je voulais que vous écoutiez ça de façon auditive. Maintenant, nous allons regarder le comportement non verbal des deux interlocuteurs et notamment du président Gbagbo. Parce que les gestes du président Gbagbo dans sa réponse là parlent plus même encore que ses mots. Je veux que tout le monde revoie. Le chef d'État français me demandait l'argent.
Est-ce que très Je veux que vous sincèrement, voyez bien. le chef d'État français La main, la main. me demandait l'argent? est-ce avez que vu la main? très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Hein? Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français Ouais. me demander l'argent. Astaghfirullah. Moi, j'étais Vous avez vu ses mains? étonné, Stupéfait. j'étais stupéfait, j'étais ahuri. Ahuri. C'était étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme ce pays? Ah ben oui, Ah oui, Voilà le ah ben transporteur. oui. il traverse les frontières avec les 2 milliards. Voilà le mafieux qui transporte les Waouh. valises. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Le mafieux. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. C'est pas Je saurai m'en souvenir. Et puis après, taper d'eau. derrière mon dos, Ouais. Il a fait taper d'eau. monte une rébellion qui vient m'attaquer. Voilà. En termes d'ingratitude, C'est On un fait monument. difficilement mieux. Ouais. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Ah. Vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Bon, écoutez, je vous ai fait écouter au moins 3 fois. C'est une séquence qui restera dans l'histoire de la télévision et de l'interview politique. Cette séquence-là. Analysons-la calmement. Prenons d'abord le comportement non verbal, les gestes. Quel est le geste qui traduit le comportement de Chirac? Voici le geste de Chirac. Ces gestes-là traduisent une posture typique que l'on connaît à la sortie de certaines, malheureusement, de nos mosquées. On connaît ça aux abords de certains supermarchés. On connaît ça aux abords des restaurants, de la part des plus démunis d'entre nous, et notamment d'enfants abandonnés. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on observe dans nos villes en difficulté, on ne peut pas passer une journée sans tomber sur un enfant, ou un vieillard, ou un malade, ou une personne handicapée qui tend la main. Donc, Chirac a tendu la main comme ça, devant Laurent Gbagbo, pour lui demander de l'argent. La main qui demande est en bas. La main qui demande est en bas. Et on demande au président Laurent Gbagbo si il a donné par peur. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'a pas donné par peur, mais que ce qui l'a attendri, ce qui lui a fendu le cœur, c'est la demande. Il s'est rendu compte que tout un grand président français comme Chirac pouvait se comporter sans difficulté comme un pauvre mendiant. Il s'est rendu compte qu'en fait, M. Chirac, grand président de la République française, était en fait un pauvre type qui manquait tellement d'argent qu'il envoyait des gens pour demander. Imaginez Chirac. Ouais, pardon, Laurent, donne-moi un peu. Est-ce que vous imaginez? Ce que Laurent Gbagbo veut dire, c'est qu'il a été assommé, il a été touché d'une compassion presque christique devant la pitié que lui inspirait Chirac. Parce qu'en fait, Laurent Gbagbo, qui avait fait une partie de ses études en France, et qui a eu d'ailleurs son premier fils de son alliance, de son mariage avec une Française, Michel Gbagbo, que vous voyez, le président Gbagbo était parti de France sans croire qu'un président français puisse mendier de l'argent. Alors, on n'oublie quand même pas l'épisode de Giscard, qui lui avait truandé les diamants de Bokassa. Ça, on n'a pas oublié pour ceux qui ont un peu de culture. Mais enfin, quand même, Laurent Gbagbo n'a pas connu et n'imaginait pas qu'un président français en exercice
puisse demander un dépannage. Pardon. Alors, du coup, la question même que ce geste, le geste là de Chirac, pose, c'est la question de savoir, mais qui est pauvre et qui est riche finalement, entre la France et l'Afrique? Qui a l'argent et qui n'en a pas? Et le seul qui puisse répondre clairement à cette question, il faut qu'on lui donne la parole. Moi, je connais celui qui peut répondre à la question, entre la France et l'Afrique. Qui est pauvre et qui est riche? Parce que Chirac mendie de l'argent à Laurent Gbagbo, cela n'est possible que si, en fait, Laurent Gbagbo, africain, est riche. Et Laurent Gbagbo est étonné parce qu'il pensait peut-être, en fonction des catégories du FMI et de la Banque mondiale, que lui, il est le pauvre. Et que Chirac est le riche. Mais là, quand Chirac lui demande, Sabari, en Bassa, on dit Soho, hein, en Bandem et en Bafan de chez moi au Cameroun, on dit Tito, Tito, Tito Mola. Hein? Ça pose la question de savoir, mais qui est le riche, qui est le pauvre? Et qui peut répondre à cette question? Je vous pose cette question, Judith Metoukam Wafo. Qui est le mieux placé pour nous dire qui est le plus riche et qui est le plus pauvre? Mais c'est le mendiant lui-même. Nous allons donner la parole au mendiant. Il va nous dire qui est le plus riche et qui est le plus pauvre entre les deux, ce qui permettra de comprendre le geste de mendicité. Le mendiant a parlé, heureusement. On oublie seulement une chose, Oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Écoutez, maintenant donc tout est, comme dirait Gaulle Michel, mais tout est dévoilé. On attendait ces gens-là au Courbon, ils sont tombés dans le piège, il n'y a plus de débat. Tout est clair, non? Entre Chirac et Gbagbo, qui est le plus riche? Si Chirac doit mendier de l'argent auprès de Gbagbo, qui est le plus riche? Entre l'Afrique et la France, qui est le plus riche? Non, il faut qu'on réponde maintenant. Parce que le président Chirac n'est pas un idiot. Hein. Si Chirac dit qu'il faut rendre aux Africains l'argent qu'on leur a pris, c'est parce qu'il sait combien d'argent il a pris aux Africains lui-même. Lui seul, là, ce qu'il a pris. Il sait. C'est un homme expérimenté. C'est un grand mangeur d'argent africain qui parle. Président de la République en exercice en France. Il dit, Monsieur Chirac, ressortez de votre tombe. D'où vient l'argent que nous avons en France? Dites ça. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Non, si Chirac dit que l'argent qu'on a en France, dans son écrasante majorité, vient de l'exploitation de l'Afrique, on comprend pourquoi Chirac demande à Gbagbo. On comprend pourquoi il demande à Gbagbo. Parce qu'en effet, la puissance française s'étant enrichie principalement de l'exploitation de l'Afrique, il est normal que les puissants français se retournent vers leur vache à lait quand ils ont besoin d'argent. Parce que l'argent français n'est crédité que parce que cet argent correspond à des matières premières africaines, à travers le franc CFA. Le franc CFA, c'est le fruit d'une planche à billets qui est créditée par les richesses africaines. Donc si les Africains ne donnent pas des richesses, le franc CFA n'existe pas. Et Laurent Gbagbo ne peut pas donner, dans ces conditions, 2 milliards de francs CFA à Chirac. C'est parce que 2 milliards de francs CFA correspondent à des richesses africaines équivalences. Que Laurent Gbagbo peut les donner à Chirac, n'est-ce pas? Donc je voudrais déjà que vous constatiez que ce fait de mendicité qui a été rapporté confirme le véritable rapport de force économique entre l'Afrique et la France. L'Afrique est riche, la France est pauvre. La France s'enrichit de l'exploitation de l'Afrique, elle traite les Africains de pauvres, alors que les Africains sont appauvris, mais pas pauvres. Et elle se prend elle-même pour riche, alors qu'en France, nous sommes enrichis, mais pas riches. Nous sommes enrichis, mais pas riches. Parce qu'il suffit, en effet, que l'on nous coupe l'uranium du Niger
pour que nous nous plaignions d'avoir perdu avec Orano 400 millions d'euros en 3 mois. Il suffit qu'on nous coupe le cacao, le café de Côte d'Ivoire, pour que déjà nos chocolateries, nos cacaoteries, etc. S'effondrent. Alors qu'on nous refuse le pétrole du Gabon, du Nigeria, le pétrole du Mozambique, on est foutu. Le pétrole de Russie, on est foutu. On se retrouve en train de payer 2 euros pour un litre de gaz, 1 litre de pétrole, 1 litre de gazole à la pompe. En fait, nous ne sommes pas riches en France. Nous sommes enrichis par l'exploitation des richesses depuis des siècles des autres parties du monde. Voilà la vérité dite par Chirac. Et je voudrais que, dans votre mémoire, soit toujours associé l'aveu de Chirac et l'aveu de Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit « Je lui ai donné parce qu'il m'a demandé ». Et là, on découvre un aspect de la personnalité du président Gbagbo que beaucoup connaissent. Moi, je ne l'ai jamais personnellement pratiqué. Mais la plupart des gens qui connaissent le président Laurent Gbagbo disent que c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le président Guillaume Soro, qui, à la tête de la rébellion pour Ouattara, l'a combattu, a dit publiquement ici que la maison qu'Alassane Ouattara lui a arrachée à Abidjan, c'est le président Laurent Gbagbo, président de la République, qui la lui a fait attribuer en tant que Premier ministre. La seule maison que Ouattara s'est précipité pour arracher, c'est Laurent Gbagbo, président de la République, qui a ordonné que l'ancien chef de la rébellion contre lui, devenu son Premier ministre, après l'accord de paix de Ouagadougou, que cette résidence lui soit attribuée aux frais de l'État ivoirien. On peut reprocher au président Laurent Gbagbo des défauts, parce qu'il n'est pas parfait, mais il n'a pas le défaut d'être pingre. Tous ceux qui l'ont pratiqué disent que c'est un homme généreux. Et donc, par conséquent, c'est un homme qui conserve la capacité d'avoir pitié de celui qui est dans le manque. Il sait avoir pitié de quelqu'un, il sait reconnaître les yeux de quelqu'un qui a faim. C'est pas quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui a faim, qui lui dit « Va, le Seigneur va t'aider ». Non, il te donne. Il dit « Va manger ». Va manger. Donc, en fait, le président Laurent Gbagbo dit qu'il était stupéfait qu'un grand président comme Chirac lui mendie de l'argent. Il s'est dit « Mais un grand président français, c'est comme ça qu'ils sont pauvres, en fait. Moi, je pensais que, waouh, ils ont l'argent, déjà, ils n'ont rien. Moi, ici, sur mes petits fonds de souveraineté, je peux enlever 2 milliards, je lui donne. » Alors, maintenant, analysons l'acte par lequel le président Gbagbo donne les 2 milliards. C'est très intéressant d'analyser cet acte. Pourquoi finalement il donne? Alain Foka lui dit, c'est parce que vous aviez peur. Il dit non. Mais Alain Foka lui a dit avant, c'était pour acheter la paix. Et Laurent Gbagbo a répondu oui. Donc, on valide la première raison. Il lui a donné l'argent pour que Chirac ne soit pas aigri contre lui. Il aurait voulu avoir des relations pacifiques avec les dirigeants français pour pouvoir se consacrer au développement de son pays. Voilà pourquoi il l'a donné. Foka lui dit, vous avez donné pour acheter la paix, il dit oui. J'ai donné parce qu'il l'a demandé. Et je me suis dit, franchement, tout un président comme ça qui vient me mendier l'argent, si je ne lui donne pas, il va m'en vouloir personnellement. Alors moi, rétrospectivement, j'ai envie de dire que finalement, si le président Gbagbo n'a pas été tué là, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été tué, c'est que les gens qui ont mangé son argent à Paris, là, on dit, renversez-le, mais ne le tuez pas. Parce qu'il était à portée des fusils français. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été tué. Hein. Parce que, quand même, il a donné l'argent à Chirac. Chirac était là, non, en 2002. Chirac était encore vivant, si je ne m'abuse, en 2010-2011. C'est Sarkozy qui était président, mais Chirac était vivant. Moi, je peux imaginer maintenant que Chirac a dit à Sarkozy, quand il a appris que Sarkozy est en train d'attaquer sauvagement, de finir avec Laurent Gbagbo, mais je peux supposer que Chirac, qui est mort, je pense, en 2019 par là, il avait encore une bonne partie de sa mémoire, il a dû peut-être appeler Sarkozy. Allô, Nicolas, c'est Jacques Chirac. Bon, alors, je vais te demander un petit service, Nicolas. Bon, Gbagbo, tu veux le dégager, tu veux le vitrifier, il y a Bourgi qui me l'a dit. Mais je voudrais te demander un service. Je lui avais promis de ne pas être complètement ingrat. Tu veilles à ce qu'il ne soit pas tué. Oui. Oui. Maintenant, il faut faire des hypothèses sur les raisons pour lesquelles Gbagbo est vivant. S'il n'avait pas donné peut-être les 2 milliards, là, un soldat français lui logeait une balle dans la tête. Parce que ce sont les petites générosités, même envers l'ennemi, là. Après, c'est ça qui fait que tu es vivant.
Je voudrais prendre d'abord ce point de vue tactique. C'est-à-dire que, à quoi servent les fonds spéciaux d'un président? Ça sert aussi, quelque part, à sauver sa tête. L'État te donne les moyens spéciaux en tant que président. Tu as des fonds spéciaux que tu peux utiliser librement. Mais l'une des raisons pour lesquelles tes fonds spéciaux doivent servir, c'est que tu ne sois pas tué. Oui, il faut que vous sachiez ça. Hein. La politique est compliquée. Hein. Moi, je ne veux pas prendre tout de suite ici une posture morale. Oh, Babo, il a corrompu Chirac. Attention, c'est peut-être pour ça qu'il est vivant. Et on peut donc dire que l'argent de la Côte d'Ivoire a sauvé Laurent Gbagbo. Parce que si, éventuellement, il n'y a pas eu ce petit coup de fil de Chirac à Sarkozy pour dire ne le tue pas, parce qu'il m'avait donné un peu d'argent, dis donc, laisse-le. Gbagbo ne serait pas debout aujourd'hui. Moi, je veux vous dire que mon hypothèse est celle-là. Laurent Gbagbo a donné pour que le type n'ait pas un problème personnel contre lui. Mais, je pense que l'historien Laurent Gbagbo savait que sa volonté d'indépendance, son discours face à la France allait lui valoir des problèmes. Maintenant, il reconnaît que c'était pour acheter la paix. Si tu veux acheter la paix, c'est parce que tu as peur qu'on te fasse la guerre. Et si tu veux acheter la paix, c'est que tu as peur qu'on te fasse la guerre, donc tu as quand même peur. Moi, je suis obligé de dire ici au président, acheter la paix, c'est éviter la guerre. Parce qu'on a peur de la guerre. Et c'est normal d'avoir peur de la guerre. La guerre n'est pas une partie de plaisir. La guerre est un risque grave. C'est le plus grave des risques qu'un chef d'État puisse prendre. Donc, il essaye d'apaiser Chirac pour que Chirac le laisse mener la politique que lui, il veut à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais Chirac ne lui laissera, avec Sarkozy, que la vie. Mais ils vont veiller à le renverser. Bon, maintenant, allons plus loin. On voit, à travers cet aveu confirmé du président Laurent Gbagbo, cette révélation confirmée du président Laurent Gbagbo, et il rappelle qu'il l'avait déjà faite devant Jean-François Mattei, devant le journaliste Mattei. Je ne sais pas si c'est dans le livre que Mattei et lui ont publié autour de 2015, 2016, 2018, si je ne m'abuse. Il avait déjà dit qu'il avait donné à Chirac de l'argent, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bourgi ne nous apprend rien. Mais enfin, analysons, allons plus loin. On voit très bien que dans la classe politique ivoirienne, des années 60 à 90, il n'y a finalement aucune famille qui se soit entièrement émancipée, jusqu'aux événements de 2010-2011, qui se soit vraiment entièrement émancipée de la classe, de l'élite politique française. Je voudrais que tout le monde constate cela. Le président Félix Houphouët-Boigny était proche du Parti communiste français avec le PDC-RDA. Quand les autorités coloniales françaises se sont mises à éliminer le leadership indépendantiste, Houphouët-Boigny a rompu avec le Parti communiste français de Maurice Thorez. Il s'est aligné, grâce à François Mitterrand, derrière De Gaulle. C'est Mitterrand qui a amené Houphouët-Boigny derrière De Gaulle. Et c'est comme ça que le RDA, Rassemblement démocratique africain, a connu un schisme entre le groupe de Modibo Keïta, Sékou Touré, et justement le groupe d'Houphouët-Boigny, de Félix Houphouët-Boigny et de Senghor. D'accord? Donc il faut savoir que depuis Houphouët-Boigny, il n'y a aucune famille politique en Côte d'Ivoire qui se soit complètement coupée de l'élite politique française. Le FPI du président Gbagbo, même dans les années 80, est proche du Parti socialiste français. Et plus dans le cadre de l'international socialiste, plusieurs élites politiques françaises sont proches des élites politiques du FPI. Par exemple, quand le FPI arrive au pouvoir, Jospin, si je ne m'abuse, est Premier ministre, et plusieurs cadres du FPI, du Parti socialiste, vont soutenir le camarade Laurent Gbagbo. On peut penser à Emmanueli, on peut penser à son ami Guy Laberty, on peut penser rétrospectivement même à des figures comme le président de l'Institut du monde arabe, le professeur Jacques Lang. On peut penser à l'ancien avocat, aujourd'hui décédé, Roland Dumas. Tous ces gens-là, qui appartenaient à la nébuleuse du Parti socialiste, eh bien, vont quand même soutenir Laurent Gbagbo en 2000 pour arriver au pouvoir. Je rappelle que quand il est attaqué en 2002 par la rébellion, il demande à la France de faire jouer la clause. Le président Laurent Gbagbo a demandé à la France de faire jouer la clause de solidarité entre la France et la Côte d'Ivoire et de l'aider à écraser la rébellion armée qui attaquait son régime. La France a refusé de faire jouer cette clause au motif que les rebelles étaient des Ivoiriens. En tout cas, plusieurs d'entre eux étaient des Ivoiriens.
Mais, donc, je fais ce rappel à tout le monde, parce que l'inculture historique est un très grand danger pour l'avenir. Donc, bien que le président Gbagbo ait mené une politique nationaliste, une politique panafricaniste, et qu'il ait eu une très grande audace face aux colons français, il n'avait pas entièrement rompu avec le néocolon français par prudence politique. Non pas parce qu'il leur était soumis, mais parce qu'il considérait que c'était un mal nécessaire et qu'il fallait faire avec. De la même façon, que ce soit la rébellion dirigée par Guillaume Soro en toile de fond, par Ouattara Draman, le RDR, le PDC-RDA du président Bédié, aucune de ces formations politiques, dans les années concernées, n'avait rompu avec les autorités néocoloniales françaises. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, posons la grande question qui s'impose. Le président Laurent Gbagbo, le président du PPAC, si jamais il accédait à nouveau au pouvoir, est-ce qu'il accepterait encore de prendre l'argent des fonds spéciaux de la présidence ivoirienne pour donner à un dirigeant français? Moi, je voudrais répondre de manière certaine et tranchée que non. Le président Guillaume Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, ancien chef de la rébellion contre Laurent Gbagbo, et qui a pu coopérer avec la France. Parce que toutes les familles politiques ivoiriennes, chacune essayait de tirer la France de son côté. C'est ça la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Guillaume Soro, de retour à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, élu président de la République de Côte d'Ivoire, va chercher à s'appuyer sur la France pour gouverner la Côte d'Ivoire? Je suis son conseiller spécial. Je vous réponds non, jamais. C'est-à-dire que le PPACI et GPS et un certain nombre de formations de la gauche ivoirienne incarnent de manière très claire la détermination d'acquérir une souveraineté sans tache ni souillure. Une souveraineté comparable à celle pour laquelle se battent le Mali, le Burkina Faso et le Niger sous les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. Écrivez ça. Nous, à Génération et Peuple Solidaire, si notre leader arrive au pouvoir, en Côte d'Ivoire, c'est pour parachever l'indépendance ivoirienne. On ne nous reprendra jamais plus. Je dis bien jamais plus. Dans une quelconque recherche, je ne sais pas, d'un satisfecit, d'un compromis avec le système néocolonial français. À Bana, Péou. Moi, ils sont venus dans ma maison ici. Ils sont venus dans ma maison ici. Les journalistes de RFI et France 24, et ils m'ont posé la question. Est-ce que vous souhaiteriez être aidé par la France pour prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Je leur ai répondu non. Allez dire à ceux qui vous ont demandé de me poser cette question, je ne veux jamais exercer le pouvoir en Afrique par la volonté d'une puissance étrangère. Si j'ai exercé le pouvoir en Afrique, je veux que ce soit la confiance du peuple qui me permette de participer à l'exercice du pouvoir. En dehors de cela, je préfère rester toute ma vie écrivain, enseignant, poète, philosophe. Je préfère m'occuper de ma petite vie que d'être président, ministre, pour servir des intérêts contraires à ceux de mon peuple en Afrique. J'ai répondu comme ça ici. Et c'est la décision que nous avons prise aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro en créant Générations et Peuples Solidaires. Et c'est pour ça que M. Macron a chassé le président Guillaume Soro d'ici en France. Parce qu'il a compris que notre génération, nous avons 52 ans, a rompu, on a coupé igname avec tout ce qui relève du néocolonialisme et de l'impérialisme. C'est-à-dire que cette politique réaliste que nos aînés ont menée, même quand ils étaient nationalistes, ils sont nationalistes, panafricanistes comme le président Laurent Gbagbo, nous on n'est même plus dedans. Si nous, on est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pique-nique qui va traverser pour venir dans la main d'un dirigeant français. Il n'y a pas un pique-nique qui va traverser pour aller dans la main de qui que ce soit. Et le président Laurent Gbagbo, à la tête du PPACI, je suis sûr que c'est sa détermination. Depuis qu'il est sorti de La Haye et de Belgique, est-ce qu'il est venu une seule fois en France, Laurent Gbagbo? J'espère que vous remarquez ces mouvements. Hein. Est-ce qu'il est venu une seule fois? C'est le seul pays où il n'a pas mis les pieds une seule fois. Parce que, en fait, il considère qu'il a donné assez, qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour la classe politique française. En particulier, quand il donnait 2 milliards de francs CFA à Chirac, il pensait que Chirac allait basculer de son côté et que Chirac allait le soutenir contre ses adversaires.
Mais Chirac mange ton argent et puis il t'attaque. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Vous savez combien d'argent le guide Muammar el-Kadhafi a donné à Sarkozy? Au bas mot, 50 millions de dollars. 50 millions de dollars, minimum, que Kadhafi a donné à Sarkozy pour financer sa campagne. Une fois Sarkozy élu, il a organisé avec Barack Obama et avec David Cameron, il a organisé l'assassinat de Kadhafi. Vous avez vu comment Sarkozy a remercié Kadhafi? Ça nous apprend quelque chose. Notre génération doit savoir que le fait de prendre l'argent public africain pour le donner aux dirigeants corrompus d'Occident ou d'Orient ne va pas changer leur attitude envers les Africains. C'est même parce qu'on leur donne facilement notre argent qu'ils nous prennent pour des cons. Parce qu'eux, ils ne nous donnent pas facilement leur argent. Les contreparties qu'ils nous demandent pour nous donner leur argent, c'est presque notre âme. Ils nous demandent notre âme en échange de leur argent. Donc, il y a une leçon collective que nous devons tirer ici. C'est que les Africains, et d'abord les Africains, doivent mettre fin à la France-Afrique en eux-mêmes. Ils doivent mettre fin à ce geste qui consiste à satisfaire les exigences du néocolonialiste, les exigences du paternaliste, les exigences du condescendant. Il n'est plus jamais question que des milliards de notre argent public finissent dans les poches des dirigeants français. Et c'est ce message fort qui a été lancé par Assimi Goïta, par Ibrahim Traoré et par Abdourahmane Tiani. Je comprends rétrospectivement pourquoi ils sont détestés à mort, les dirigeants de l'AES. Parce que eux, ils n'ont donné à personne de ces gens leur argent. Eux, ils n'ont pas envoyé quelqu'un avec les mallettes. Tiani a pris le pouvoir avec ses camarades du CNSP à Niamey. Il n'a pas envoyé quelqu'un avec les mallettes ici en France. Traoré a pris le pouvoir avec le MPSR2 à Ouaga. Il n'a jamais envoyé quelqu'un avec les mallettes ici en France. Assimi Goïta est assis chez lui ou à Koulouba là-bas et à Kati. Il n'a jamais envoyé quelqu'un avec des mallettes ici en France. Donc vous comprenez pourquoi la classe politique corrompue de la 5e République française les déteste, mais alors presque tout bord confondu. Ils les détestent à mort, à mort, à mort. Quand Chirac dit à Laurent Gbagbo au téléphone, « Mon cher Laurent, je saurai me souvenir, je ne suis pas un ingrat. » J'espère que vous savez que quand même il s'est souvenu du président Gbagbo parce que c'est sûr qu'il a demandé à Sarkozy de ne pas le tuer. C'était ça, hein, le seul remerciement. On peut dire que Chirac, il a même été un peu plus gentil. Lui au moins a dit, ne le tuez pas. Il m'a donné l'argent. Mais Kadhafi a donné 50 millions de dollars au bas mot à Sarkozy. En récompense, Sarkozy l'a tué. Et il le tuait entre autres pour effacer les traces des 50 millions qui lui ont été donnés. Pour pouvoir dire, c'est faux, il ne m'a rien donné. Les témoins même ont été pourchassés sur toute la terre. Malheureusement, il n'a pas pu les tuer tous. Certains ont parlé. Et voilà comment les juges ont pu reconstituer. Voilà comment Mediapart a pu rassembler tous les dossiers du pillage de l'argent libyen par Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha. Cette partie de l'interview du président Laurent Gbagbo m'a beaucoup touché. Elle m'a touché à 3 niveaux. D'abord parce que j'ai eu la confirmation de ce que ceux qui le connaissent m'ont dit de lui, que c'est un homme de compassion. C'est un homme qui sait avoir pitié. Il a eu pitié de Chirac, un grand président qui n'a pas d'argent. Il y a une incongruité. C'est-à-dire que même en Côte d'Ivoire, sous le président Gbagbo, un président dispose de ce qu'on appelle un budget de souveraineté. Peut-être que sous le président Gbagbo, je ne sais pas si ça atteignait même 50 milliards. C'est Ouattara qui a fait monter ça à 342 milliards. Peut-être que sous le président Laurent Gbagbo, c'est entre 50 et 100 milliards de CFA. Qu'on appelle le budget de souveraineté. C'est-à-dire c'est l'argent que la République met à la disposition du président et qu'il peut utiliser en fonction des priorités qu'il se fixe. C'est ça, ce qu'on appelle les fonds de souveraineté. Mais vous vous rendez compte, les fonds de souveraineté de Laurent Gbagbo, en fait, manifestement, c'était supérieur à ceux de Chirac. Donc, en fait, un président français, en fonds de souveraineté, comparé à un président ivoirien, mais le président français est un pauvre type.
C'est pour ça que pour ces campagnes, il envoie des gens chercher l'argent chez les présidents africains. Parce que si on s'en va vérifier leur fonds de souveraineté ici, bon, on connaît à peu près quel est le salaire d'un président en France. On peut calculer tout ce qu'ils ont. Et les fonds de souveraineté, ils ne les utilisent pas ici n'importe comment. Ça peut se retourner en scandale. Donc, l'argent sale, c'est l'argent qui est pris aux Africains. Et bon, Laurent Gbagbo se rend compte que Chirac est foiré. Bref, que peut-être c'est un estomac sans fond. Il lui donne. Ça, c'est la première chose qui m'a touché. J'ai dit, ben, le monsieur là est vraiment, comme on m'a dit, il a été bon même envers les méchants, comme Chirac. Chirac qui a détruit toute la flotte aérienne de la Côte d'Ivoire. Chirac qui est le grand artisan du bombardement de Bouaké, où des soldats français ont été tués. Alors que ce bombardement n'avait pas été explicitement ordonné par le président Gbagbo. Ils ont réussi à infiltrer des mercenaires ukrainiens, biélorusses, qui sont venus piloter les aéronefs de l'armée de Côte d'Ivoire et qui sont allés larguer des bombes là où il ne fallait pas. Ces mercenaires vont être arrêtés au Togo. Le Togo va demander s'il faut les livrer pour la justice française. Et le Togo va rapporter que les autorités françaises ont demandé de libérer les mercenaires, de les laisser partir. C'est-à-dire que Chirac, d'un côté, ouvre une enquête pour qu'on sache qui a tué les soldats français de la base de Bouaké. Et puis de l'autre, son gouvernement fait libérer les tueurs. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un rapport. Il y a un rapport, il y a un lien entre le bombardement, les tueurs, etc. Mais entre-temps, les tueurs se sont volatilisés. Vous voyez quelqu'un à qui on a donné 3 millions d'euros? Vous voyez comment ils sont mauvais? Alors, il faut plus, la leçon qu'on doit tirer de cette affaire, c'est qu'il ne faut plus jamais laisser traverser l'argent de l'Afrique vers des poches véreuses ici. Plus jamais. La leçon pour notre génération, c'est nous avons des populations pauvres. Si vraiment un président a des fonds de souveraineté, qu'il les utilise à aider les populations pauvres. S'il a des fonds qui sont hors budget, qu'il sorte, qu'il regarde un quartier entier comme ça, il n'y a pas d'école ici, il construit. Il monte dans telle ville du Nord, il n'y a pas d'école, il construit. Il faut une pompe ici, il construit. Il faut une adduction d'eau ici, il construit. Quels sont les enfants qui n'ont pas de vêtements? Il donne. C'est à ça. L'argent, les fonds de souveraineté doivent servir aux actions de charité pour le peuple. Il y a suffisamment de gens qui sont dans le besoin en Côte d'Ivoire que de prendre notre argent en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, pour donner à des voyous d'État en France. C'est terminé. C'est terminé. Avec l'AES, c'est terminé. Et partout, ça va être terminé. Maintenant qu'on a regardé dans la VAR, connaissez le geste des arbitres, on a regardé la VAR, jamais plus il faut laisser traverser une mallette. Ils vont crever de faim, de soif, c'est leur problème. S'ils n'ont pas d'argent en tant que président en France, qu'ils demandent au Parlement de voter une loi pour élever leur budget de souveraineté, qu'ils arrêtent de pomper les Africains. C'est terminé. L'Afrique vache à lait, c'est terminé. Et ce témoignage du président Laurent Gbagbo a pour but d'alerter toutes les générations actuelles et futures de dirigeants africains. Vous n'êtes pas obligés de vous soumettre, comme vos doyens, dans le contexte difficile qui était le leur, se sont soumis. Rien ne nous oblige à le faire. Je dis bien rien. Et puis, il y a des besoins immenses en Afrique. Pourquoi on va prendre encore 3 millions pour donner à quelqu'un? On ne donne pas. C'est là où j'ai compris pourquoi on déteste les 3 étoiles polaires du Sahel. Parce que leur argent ne vient pas ici. Bourgi, là, j'ai tout son livre ici. Bourgi. Vous pensez que ce Bourgi, là, qui est prêt à vendre n'importe quelle révélation, si Bourgi avait transporté les valises d'Ibrahim Traoré, les valises d'Abdourahmane Tiani ou d'Assimi Goïta, vous pensez que ça n'allait pas finir dans le livre, là? Lui, c'est un vendeur. Hein. Il ne vend pas seulement les livres. Hein. Il vend les gens dans ses livres. Nganou, le combattant Nganou dit « Je tape les gens pour vivre ». Bourgi, lui, dit « Je vends, je balance pour vivre ». C'est un balanceur. Si nos dirigeants de l'AES lui avaient donné une mallette, wallahi billahi talaï, ils allaient avoir leur page ici dedans, tellement ils balancent dedans. Mais il est très fort, hein, il balance sur les morts. Il balance sur ceux qui n'ont plus de pouvoir. Ceux même qui en France n'ont plus le pouvoir, il balance sur eux violemment. Mais ceux qui sont au pouvoir là, comme de juste, il n'est pas au courant. Ceux qui sont au pouvoir en France là, comme de juste, il n'est pas au courant.
Il y a eu combien de campagnes présidentielles en France depuis le départ de Sarkozy? Il y a eu la campagne de... Il y a eu la campagne numéro 1 de... Il y a eu la campagne de Hollande, il ne dit rien dessus. Il y a eu il y a eu la présidence de Hollande, il ne dit rien dessus. Il y a eu la première présidence de Macron, il ne dit rien dessus. Pourtant, Emmanuel Macron a des problèmes avec ses comptes de campagne ici. Hein. Quand il sera plus président, il sera poursuivi pour expliquer d'où est venu l'argent de sa campagne. Hein. Mais M. Bourgi n'est au courant de rien. Pourquoi? Parce que M. Macron est au pouvoir. Vous voyez comment ces gens-là sont? Si le président de l'AES avait donné un pikini, wallahi billahi talahi, c'est leur nom qui allait même être mis, c'est leur photo qui allait remplacer celle de Bourgi sur le livre. Là. Tant pis pour le président qui va donner son argent. Et puis ça passe dans des mains comme celle de Robert Bourgi, ça va finir dans un bouquin. Ça va finir dans un bouquin. Voilà, c'est bien fait pour eux, ceux qui donnent encore. Le président Gbagbo, il s'en lave les mains. L'homme que j'ai vu parler devant Alain Foucault, là, voilà, jamais plus il va donner 5 francs de la Côte d'Ivoire comme ça à quelqu'un. Moi, je crois qu'il va rester généreux toute sa vie, c'est sa nature, mais il ne va plus donner à ces gens-ci facilement. Parce que c'est quand on leur donne qu'ils nous prennent pour des cons. Il ne faut rien leur donner. Bon, voilà mes chers amis, la lecture que je voulais faire de cette grande interview. Enfin, le président Gbagbo est revenu sur la stratégie de conquête du pouvoir. Je suis content qu'il ait dit qu'il est nécessaire que l'opposition ivoirienne se rassemble et qu'il ait reconnu que le but, c'est qu'il y ait inclusion électorale, que le processus électoral soit clair. S'il y a un rassemblement de l'opposition pour vaincre le régime de Ouattara, si c'est nécessaire, ça le sera surtout après le premier tour. Il faut d'abord se battre pour que tous ceux qui peuvent être candidats le soient. À l'issue éventuellement d'un premier tour, des alliances pourront se faire. Le président Gbagbo l'a dit, je pense que c'est la manière la plus élégante de faire de la politique, en respectant le droit de tous d'aspirer au suffrage national. Et par la suite, en choisissant et en bâtissant les alliances que l'on estime conformes à l'intérêt général. En attendant, la grande bataille du peuple ivoirien, c'est la bataille pour l'inclusion électorale. Le président Gbagbo l'a souligné. Et aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro, dans Génération et Peuple solidaire, c'est exactement notre lecture. Les grands exclus du processus électoral doivent unifier leurs forces pour obtenir l'inclusion électorale, l'amélioration du cadre électoral. Ensuite, nos candidats respectifs vont aller à l'assaut des suffrages des Ivoiriens. Et on verra, à l'issue du premier tour, ce que les Ivoiriens disent à chaque candidat. C'est ce qui aura été dit à chaque candidat qui lui permettra, en âme et conscience, de prendre les bonnes décisions pour le pays. Voilà la noblesse de la politique à laquelle nous aspirons. À ma connaissance, le PPACI et Génération et Peuple solidaire, sur ce point, sont parfaitement d'accord. Il faut lutter pour mettre fin à l'exclusion électorale en Côte d'Ivoire. Il faut lutter pour bâtir une nation ivoirienne où les processus d'accès au pouvoir ne seront plus cause de tragédie. Il faut unifier les forces pour faire reculer l'arrogance, la condescendance, la méchanceté de M. Ouattara contre le peuple ivoirien. Et il faut resserrer les liens entre le peuple de Côte d'Ivoire et les autres peuples africains, en particulier renforcer l'alliance avec l'Alliance des États du Sahel, la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et globalement, le monde multipolaire. Ça a été très bien dit par le président Gbagbo tout au long de cette interview. Je voudrais saluer la qualité de sa contribution. Et une fois de plus, encourager notre frère Alain Foucault à continuer à améliorer le style de ses interviews en Afrique.